Bonjour à toutes et à tous. Je vais dire un mot d'abord pour remercier le CATL d'accueillir la présentation de ce rapport auquel nous nous sommes attelés. C'était une démarche engagée il y a maintenant 4 ans, qui était un peu retardée à cause de l'épidémie, mais qui aboutit à la rédaction de ce rapport, qui avait un objectif sur lequel je voudrais insister un instant avant de passer la parole aux experts qui ont contribué à sa rédaction. Son objectif, en fait, tenait tout entier dans le titre qui lui a été donné, mettre les traducteurs en couverture, à condition de donner à ce titre sa portée métaphorique. C'est-à-dire, il s'agissait de mettre les traducteurs sur le devant de la scène, en évoquant les préoccupations qui restent encore aujourd'hui les leurs, parce que des réponses apportées à ces préoccupations dépendent pour beaucoup la consolidation du rôle tout à fait central que ces traducteurs jouent dans la circulation des œuvres, des idées, des expressions culturelles et artistiques. Bref, il s'agissait de leur donner une visibilité, en prenant en compte leur métier dans toutes ces dimensions. En réalité, il y avait là quelque chose de paradoxal, parce qu'à bien des égards, les traducteurs pâtissent du statut ambigu de leur pratique, puisque l'excellence de cette pratique réside précisément dans son effacement. Meilleure est la traduction, moins elle est visible. Mais cette modestie essentielle, pourrait-on dire ontologique, ne doit pas servir d'alibi ou de prétexte pour négliger ou sous-estimer la place du traducteur dans la chaîne du livre. Il fallait donc rappeler que dans le nécessaire passage d'une langue à l'autre, qui seul permet à l'Europe de se construire dans sa diversité, il y avait des femmes et des hommes et des femmes, avec des expertises singulières, des besoins de formation, des besoins de reconnaissance, mais aussi, très concrètement, des besoins de rémunération. Bref, des hommes et des femmes avec une exigence d'équité et, j'allais dire, de dignité. Et c'est pourquoi le rapport dont j'ai eu l'honneur pendant quelques mois de présider formellement la rédaction, ne se contente pas de plaider pour que le nom des traducteurs, des traductrices, figure sous celui de l'auteur sur la couverture de l'ouvrage traduit, mais présente des bonnes pratiques, des recommandations concernant les principaux points de préoccupation de ce secteur. Malgré la diversité des situations, ces préoccupations sont les mêmes partout en Europe et le rapport a veillé à n'en esquiver aucune. Et l'un des principaux enseignements que nous avons retirés de ce rapport, c'est qu'il existe un socle de préoccupations européennes qui légitime pleinement une démarche européenne. Et par conséquent, le cadre institutionnel dans lequel il a été choisi de les aborder, c'est sur ce cadre institutionnel que je voudrais insister un instant avant de passer la parole à Arnaud Pasquali, qui nous a si efficacement guidés tout au long de nos travaux. Plusieurs de nos recommandations invitent les pouvoirs publics à soutenir la publication, la promotion, la commercialisation des œuvres traduites par les éditeurs, à favoriser la mise en relation des différents acteurs de la traduction, les cessions de droits entre éditeurs européens et surtout les réseaux de coopération régionales et européennes, et ils sont largement représentés ici. Ces recommandations, il faut bien voir qu'elles intéressent toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur du livre. Arnaud a beaucoup insisté là-dessus. Et quand je dis « intéresse », c'est au sens fort du terme qu'il faut prendre l'expression, parce qu'il y a pour les auteurs, les éditeurs, les distributeurs, un bénéfice concret à en tirer, un bénéfice concret à tirer du développement de la traduction. Mais parmi les destinataires de ce rapport, il me semble, c'est pourquoi je voulais insister sur le cadre européen, il me semble que les autorités européennes occupent une place à part en raison de la nature même de la traduction. Parce que, quand on y réfléchit un instant, plus que sur les différents secteurs de la culture qui relèvent de la responsabilité des États, c'est sur les modalités de l'échange que l'Union européenne est en droit d'intervenir à l'échelon supranational, sans pour autant contrevenir au principe de subsidiarité. Or, par définition, la traduction ne concerne jamais un seul État, et lorsqu'elle implique une des langues parlées par le plus grand nombre de locuteurs en Europe, l'anglais, l'allemand, le français, elle en concerne en général plus de 2. Et c'est pourquoi, pour ma part, à titre tout à fait personnel,
je plaide depuis longtemps pour un grand programme européen de soutien à la traduction qui serait à la circulation des idées, des œuvres, des expressions culturelles et artistiques, ce qu'Erasmus est à la mobilité des personnes. Bref, une sorte d'Erasmus de la création, qui d'ailleurs est esquissé par le programme Europe créative. Voilà. Donc soutenir la traduction est, à mon avis, une des responsabilités éminentes de l'Europe, et il est particulièrement heureux, je trouve, et c'est pourquoi nous sommes très heureux d'être ici, que l'Europe le démontre une fois de plus en accueillant cette rencontre dans un lieu symbolique s'il en est, le Parlement européen. Merci beaucoup. Merci beaucoup Xavier et bonjour à tous. Je voudrais aussi saluer évidemment très chaleureusement les organisateurs de cette conférence. C'est quand même assez formidable de se retrouver aussi nombreux dans un lieu symbolique, le Parlement, le lieu de la démocratie, le lieu du dialogue, là où se font beaucoup de textes importants en Europe. Et donc je voudrais saluer Cécile et Francesca, bien entendu pour l'organisation et toute leur équipe, et mes collègues du Parlement. Alors, on va faire beaucoup référence au rapport. J'espère que vous l'avez tous lu. On l'a traduit dans toutes les langues, donc vous n'avez aucune excuse. Donc ce rapport, les traducteurs en couverture, d'où vient-il? Alors, on est à Strasbourg, on est au Parlement, peut-être un petit point institutionnel. Vous savez que dans l'Union européenne, il y a plusieurs institutions. Le Parlement, où nous sommes, la Commission, que je représente, et vous avez aussi entendu mon directeur, Georg Schler, qui vous a dit quelques mots en ouverture, et le Conseil de l'Union européenne, qui représente les États membres. Comme la culture n'est pas une compétence exclusive de la Commission européenne, loin de là, qu'elle est beaucoup décidée, et c'est bien justifié par les pays, les nations, pour faire de la politique culturelle en Europe, on a besoin de collaborer et de coopérer avec ce qu'on appelle les États membres. Et le Conseil, pour guider son travail, et guider la collaboration et la coopération entre États membres, établit tous les 3 ans ce qu'on appelle un plan de travail, où sont listés, où sont identifiés les grands enjeux, les grandes questions qui doivent être explorées en coopération, en collaboration en Europe, par les États membres et par nous. Et dans le plan de travail 2019-2022 figurait, donc, vous l'avez compris, la traduction et le multilinguisme comme un des axes principaux de réflexion entre États membres et Commission. Et effectivement, comme Nicolas Georges l'a rappelé, Nicolas Georges du ministère de la Culture, comme Nicolas Georges l'a rappelé hier, cette problématique de traduction et multilinguisme avait été poussée en particulier par la France. Et on a utilisé ce qu'on appelle une méthode ouverte de coopération pour aborder cette question. Alors cette méthode ouverte de coopération, c'est un grand nom pour dire qu'en fait, on désigne un groupe d'experts mandatés par vos institutions, vos États, coordonnés par la Commission européenne, donc, voilà, j'ai eu l'honneur de faire. Et ce groupe d'experts, qui venait d'une vingtaine de pays, était composé de traducteurs, bien entendu, en grand nombre, mais pas que. Il y avait au moins une éditrice, et surtout beaucoup de représentants des institutions, des ministères, des organisations qui soutiennent la traduction ou qui les forment. Donc Jürgen, Renate, Julian en sont des représentants. Donc on a commencé nos travaux en juin 2022, en juin 2020, donc au meilleur moment, en plein Covid, dans l'espoir de faire ça en ligne pour une seule réunion, et puis après de se réunir formellement, in situ, pour échanger, parce que c'est quand même mieux de parler de vive voix. Évidemment, le Covid ne nous a pas permis du tout de nous réunir dans une même pièce, et on a fait ça uniquement qu'en ligne. Donc, notre mandat
était de réfléchir sur comment renforcer le secteur de la traduction, et en particulier la profession de traducteur, et en particulier la profession de traducteur littéraire. Pas seulement les traducteurs littéraires, nous avions aussi le mandat de réfléchir à aussi renforcer la traduction pour le secteur du théâtre et le secteur de l'audiovisuel. Et je crois que dans le programme, il sera abordé ces questions de traduction audiovisuelle, traduction dans le milieu théâtral. Donc renforcer le secteur de la traduction, ça veut dire le rendre attrayant pour des jeunes traducteurs, et surtout le rendre suffisamment soutenable pour que nous gardions des traducteurs. Que les traducteurs, après quelques années, disent non, c'est pas possible, je ne peux pas gagner ma vie en tant que traducteur littéraire, donc je fais autre chose. Nous avons besoin en Europe d'un grand nombre de traducteurs, avec une grande qualité de travail, et un grand nombre de traducteurs parce que nous avons une infinie combinaison de langues. Nous soutenons des traductions en Creative Europe, au sein du programme Europe Créative, et nous avons déjà 40 langues sources qui sont traduites dans 30 langues cibles. Vous imaginez les combinaisons, je n'ai pas fait le compte, mais c'est très important. Donc ce mandat, c'était comment renforcer la profession de traducteur, et aussi comment les politiques publiques et les soutiens publics peuvent favoriser la circulation des œuvres et soutenir les éditeurs, car il ne faut pas les oublier, soutenir les éditeurs dans leur effort de prendre le risque de s'engager dans une traduction, de publier un livre traduit et de le mettre sur le marché en Europe. Donc ces deux questions importantes, renforcer la profession, la rendre plus visible, par des meilleures formations, par une plus grande reconnaissance, par mettre le nom du traducteur sur la couverture, entre autres, mais aussi réfléchir à comment les politiques publiques, comment les États, comment nous, à la Commission, on peut soutenir la traduction et la demande pour la traduction de livres, enfin la traduction de livres et en particulier de littérature. Donc, je pense que je vais donner la parole aux experts, effectivement, pour qu'ils nous disent un petit peu les différentes étapes et différentes recommandations qui sont dans le rapport. Le rapport a été publié en janvier 2022 et il a été, comme je le disais, mis à disposition dans toutes les langues au cours de l'année 2022. Et voilà, je passe la parole à Jürgen. Voilà. Merci. Ja, guten Morgen. Bonjour, Jürgen Jakob Becker, le Fonds allemand pour les traducteurs. J'ai participé à ce groupe d'experts et c'est un moment chargé d'émotions que d'être présent physiquement ici, puisque nous avions quantité de réunions en ligne. Je remercie Cécile et Francesca pour avoir permis la tenue de ces rencontres aujourd'hui. Alors, formation initiale et continue de traducteurs littéraires. Nous avons parlé dans les grandes lignes des fondements de la traduction littéraire dans notre société. Eh bien, cette traduction littéraire se fonde sur le multilinguisme, sur le fait qu'il y a différentes cultures et nous vivons dans une culture de la traduction sans le savoir même. Et moi-même, je suis allée à l'école où l'on ne parlait qu'une seule langue et que toutes les autres devaient être apprises comme langue étrangère. Maintenant, c'est plutôt l'exception, puisque c'est plutôt le multilinguisme qui est de mise dans les classes de nos jours. C'est très favorable à la traduction, mais tout cela doit être bien géré. Il faut comprendre que ce plurilinguisme en Europe doit pouvoir respirer, se développer. Dans le rapport, il est également question de la manière dont on procède à la traduction dans les écoles. Donc, sur le terrain,
car la traduction de livres, ou de textes plutôt, est un processus d'apprentissage, puisqu'il faut déchiffrer, décoder et être créatif, productif. Il faut écrire. Et cette combinaison est très précieuse et très enrichissante pour l'apprentissage. Alors nous avons également réfléchi à la question de la traduction à l'université. La plupart des traducteurs professionnels ont sûrement eu une formation linguistique ou littéraire à l'université. Et on sait, hélas, mauvaise nouvelle, que les études de langue à l'université reculent. Il y a un recul du plurilinguisme. Par exemple, aux Pays-Bas, j'ai entendu dire que l'on ne peut plus étudier le portugais, par exemple. Et de manière générale, dans ces matières qui ont trait à la philologie, il y a de moins en moins d'étudiants, donc moins en moins de vocations. Mais il y a parallèlement des cursus de traduction qui se sont développés avec succès à Düsseldorf, à Utrecht ou à Louvain, où bon nombre de traducteurs qui traduisent dans les grandes langues ont suivi leur formation. Il y a également tout un train de bonnes pratiques que nous avons salué. Petra Hill, par exemple, ce projet de cadre de référence pour les formateurs de traducteurs littéraires. Et nous avons véritablement rédigé un plaidoyer qui en faveur d'une meilleure interaction entre le milieu universitaire et le milieu du livre, le secteur du livre. En Allemagne, à ce titre, nous avons un programme qui a un bon succès de professeurs invités où des traducteurs littéraires font des conférences. Alors, l'apprentissage tout au long de la vie, quand on est traducteur, qu'advient-il? Bien sûr, il y a cette soif de formation continue. Chaque livre que l'on traduit est un nouveau défi, une nouvelle énigme parfois. Et à cet égard, il est important de nourrir un dialogue régulier, d'avoir des échanges réguliers avec les collègues. Il y a l'Académie de l'art de la traduction en Allemagne dans le cadre de ce fonds allemand pour les traducteurs. Et il y a également ces programmes d'échanges internationaux avec des ateliers bilingues. Et il s'agit de développer tout cela. En France, il y a la fabrique des traducteurs à Arles. Il y a le programme de développement des talents, un consortium européen. Il y a également Archipelagos, où les traducteurs sont un peu les instigateurs de nouveaux projets et sont formés pour cela. Alors tout cet environnement, tout cet écosystème du monde de la traduction doit être renforcé. Et les résidences jouent à ce titre un rôle prépondérant et elles s'organisent dans le cadre du réseau européen des centres internationaux de traducteurs littéraires, le RECIT. Et il est important de renforcer ces structures. C'est l'apanage des politiques culturelles nationales, mais c'est également une mission qui incombe à la politique de la culture européenne. Je donne la parole à Juliane. Merci. Je remercie les organisateurs. Je ne fais pas partie des organisateurs, mais j'y ai mis ma patte aussi. Je suis heureuse d'être ici en chair et en os, puisque nous avons rédigé ce rapport avec beaucoup de réunions en ligne. Alors, je préside l'Association des traducteurs littéraires du Danemark et je suis également déléguée du CATL. Alors,
Lorsque l'on parle de traducteurs, un thème qui fâche, ce sont les conditions de travail. Moi, je suis également traductrice littéraire, bien évidemment, donc je sais ce dont je parle. Et je suis un peu juge et partie, et je fais partie de ce précariat européen où il y a beaucoup de traducteurs qui doivent accepter des conditions précaires, sans plan de retraite, sans congé maternité, sans assurance pour la santé, tout ce qui semble couler de source pour un salarié normal. Et lorsque nous avons rédigé ce rapport, nous sommes penchés sur toutes les données, certes limitées, mais qui existent quand même, ayant trait aux conditions de travail. Il y a tout d'abord la question de la rémunération des traducteurs littéraires qui travaillent à titre libéral, freelance. Et cette rémunération est bien en deçà de la moyenne nationale des différents pays. Or, il s'agit de personnes hautement qualifiées, érudits, mais qui, hélas, n'arrivent pas à gagner leur vie avec leur art. Souvent, il n'y a pas de cadre légal. D'ailleurs, il n'y a pas véritablement de contrat qui corresponde à une référence légale précise. Et souvent, il y a certaines dispositions qui sont plus que lacunaires. Et cela peut poser problème. Et notre statut en tant que traducteur littéraire correspond à une zone grise. Nous sommes considérés comme des artistes auto-entrepreneurs soumis aux lois de la concurrence. Et cette loi de la concurrence, eh bien, elles interdisent les conventions collectives pour des salaires minimums au nom de la lutte contre les cartels, donc la libre concurrence. Ce qu'il est important, c'est donc faire un peu de prospection, regarder vers l'avenir et regarder toutes les conditions qui pourraient contribuer à améliorer le secteur de la traduction. Donc, ce sur quoi nous sommes penchés, c'est sur la manière d'améliorer ces conditions de travail, donc améliorer le cadre juridique, les conditions de rémunération et également conférer plus de visibilité. Il y a un point que nous avons pu constater, c'est que la directive des marchés et services numériques offre un cadre important pour protéger les droits des traducteurs dans l'Europe. Et cette directive était en passe d'être déployée lorsque nous rédigions ce rapport, mais de manière assez disparate d'un pays à l'autre. Dans certains pays, cette directive ne s'est pas véritablement concrétisée et c'est pour cette raison qu'il est important que les représentants politiques traduisent dans leur droit national la lettre et l'esprit de cette directive, parce que c'est un merveilleux instrument pour régler toutes les conditions qui minent le travail des traducteurs, puisque dans la directive, il est clairement dit que tous ont droit à une rémunération équitable et qu'en tant que travailleur de la culture, on ne peut pas être soumis à la concurrence, aux lois de la concurrence. Voilà, ce sont des points très importants à mes yeux. Et la question de la connaissance et du partage de celle-ci est également importante. Partage de connaissances entre les différentes agences et syndicats de traducteurs. Nous faisons d'ailleurs partie de ce grand ensemble qui nous permet d'échanger
nos connaissances, ce qu'il se fait, ce qui se pratique en termes de tarifs minimum, puisque nous faisons tous partie de ce Conseil européen des associations des traducteurs littéraires. Car souvent, ces traducteurs sont très seuls et ils n'ont aucun soutien juridique pour mener leurs négociations. Voilà, ça c'est un élément que nous recommandons. Donc, renforcer le rôle des représentants et représentation collective du secteur pour soutenir les traducteurs lorsqu'il s'agit de négocier des tarifs. Et autre point qui servirait les traducteurs, ce serait de leur permettre d'avoir plus facilement accès à des bourses d'études dans le secteur domaine de la littérature, au même titre que les auteurs. Souvent, il y a une étroite collaboration entre les éditeurs et les traducteurs et souvent c'est très difficile pour les maisons d'édition que de vendre des œuvres traduites. Et s'il y avait plus de soutien en faveur des traducteurs, eh bien cela pourrait faciliter cette coopération. Et sur ces réflexions, je donne la parole à Madame Punka. Je suis présidente de l'Association des éditeurs de Lettonie et m'exprime en tant qu'unique représentante des éditeurs ici. Et j'ai reçu, je suis spécialisée dans la traduction anglaise. D'ailleurs, j'ai reçu le prix du de la meilleure traduction d'œuvres pour enfants depuis l'anglais. Et j'ai fait partie de ce groupe et j'ai été assez chagrinée de voir que sur certains sujets, nous travaillions de manière assez compartimentée, les traducteurs d'une part, les éditeurs d'autre part, et les représentants des ministres de culture qui étaient dans un autre sous-groupe, qui ont débattu, par exemple, sur la manière dont on peut améliorer la position du traducteur dans toute cette chaîne de production du livre, également dans le cadre d'Europe créative. About remuneration and ce qui est important, c'est de participer à ce dialogue sur la rémunération, car nous avons trouvé, vous conviendrez tous, que le groupe de travail a montré que la situation était très différente d'un pays à l'autre en termes de qualité de l'attention que l'on prête aux traducteurs, à la valorisation de leur travail, la place de la traduction dans le marché, dans le secteur du livre, les moyens débloqués pour soutenir les traducteurs. Est-ce que c'est simplement pour exporter sa littérature ou bien est-ce que c'est également des soutien qui encourage, comme c'est le cas en France, les traductions vers le français d'œuvres étrangères, par exemple, pour le bénéfice de tout, pour enrichir d'ailleurs la langue maternelle. Il y a différents aspects que nous avons effleurés et nous avons dans ce rapport essayé de décrire tous ces éléments. Ce rapport assez long et que nous avons dû synthétiser un peu. Mais si vous n'avez pas lu ce rapport, bon, je doute fort que vous ayez lu ce rapport et que vous le connaissiez par cœur. Mais téléchargez ce rapport, quelle que soit la langue dans laquelle vous voulez le lire. Il est même disponible en russe, par exemple. Car, outre évoquer la situation du traducteur, nous nous sommes également penchés sur les différentes données, sur les tarifs, les prix, les bourses disponibles, les prix, sur la question de savoir si l'Europe est véritablement multilingue ou seulement bilingue. Car lorsque l'on répertorie le nombre de traductions par an et de quelle langue vers quelle langue, et on voit
quel est le top 10 des langues traduites. Devinez quelles sont les langues qui sont en tête. Dans certains pays, les traductions depuis l'anglais sont 15%, mais dans d'autres pays comme les Pays-Bas, par exemple, les œuvres traduites sont majoritairement traduites vers l'anglais à partir de l'anglais, à hauteur de 80%, 85%. Donc nous avons essayé de couvrir ces différents aspects et vous pouvez tout retrouver dans le rapport. Chacun d'entre nous, je pense, qui veut travailler dans de bonnes conditions pour produire une bonne littérature dans nos langues maternelles respectives pour le public de son pays, doit lire ce rapport, car il a pour objectif d'améliorer notre situation. Et il est important de suivre cette situation de temps à autre. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire en Europe, mais nous jouissons d'une bonne base de départ. Ensuite, dernier point que je voulais mentionner. Bon. La structure de ce groupe est un peu... ne représentait pas l'intégralité des pays de l'Union européenne, puisque nous sommes 27 pays dans l'Union européenne, et il n'y avait que 20 membres dans ce groupe qui a travaillé sur ce rapport. Donc, pour certains pays, la traduction ne compte pas ou n'intéresse pas grand monde. Et nous avons également cette plateforme où nous collectons ces statistiques. Et quelquefois, il manque des statistiques. Est-ce que c'est dû au fait que certains pays n'ont pas la masse critique pour pouvoir soutenir leurs traducteurs ? I just had one comment to that. Un commentaire. Je suis tout à fait d'accord, ça ne vous surprendra pas avec ce qui vient d'être dit, mais parlant de financement, il est important de prendre conscience que cette industrie subit de grandes pressions. Le marché est difficile, notamment eu égard les grandes compagnies internationales dans le domaine de la culture. Donc, pour la littérature, tout ce qui ne fait pas partie des best-sellers, eh bien, les œuvres ont la vie dure. Et c'est pour cette raison qu'il est bon d'avoir un bon système de financement et d'aide. Alors, la manière dont le rapport a été diffusé, comme Renate l'a dit, nous vous invitons à lire ce rapport. Nous vous le recommandons chaudement. Ce rapport est toujours d'actualité, même si beaucoup de choses ont changé en 18 mois, l'émergence de l'intelligence artificielle. Il y avait également quelques données qui manquaient. Mais il est important de le lire et transmettez ce rapport aux décideurs politiques, à quiconque peut avoir un poids dans le domaine du livre et de la traduction. Alors, je dois me rapprocher du microphone, me souffle-t-on. Donc, il y a une mine d'excellentes informations dans ce rapport, avec les différentes annexes où vous pouvez trouver quelques-unes des choses dont Renate a parlé. And we need help with this. Et nous avons besoin également de votre aide, car nous sommes intéressés en premier chef, puisque nous travaillons dans le domaine de la traduction littéraire, donc il faut diffuser la bonne parole, diffuser ce rapport lors des différents événements, festivals, etc. Car nous avons fait le travail et nous ne devons pas pécher par fausse modestie.
Si je puis ajouter, en tant que représentante de l'Association des éditeurs en Lettonie, nous faisons différentes conférences et il y a différentes occasions qui se sont présentées. C'est un sujet dont nous voulions discuter. Nous avons d'ailleurs visité Riga, il y a Genet d'Irlande, Norris des Pays-Bas. Donc, cela permet, mais en présentant ce rapport, eh bien, d'améliorer la visibilité de l'ensemble du secteur. Lorsque vous organisez des rencontres, n'organisez pas simplement des rencontres avec des traducteurs, mais également avec des professeurs, des éditeurs, etc. Les auteurs aussi. Et souvent, bon, on a tendance à préférer les auteurs nationaux, les auteurs locaux, mais on a tendance à oublier le grand enrichissement que représentent les auteurs étrangers traduits dans les langues de nos pays. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la publication de ce rapport au cours des 2 années écoulées? D'abord, qu'est-ce qui ne s'est pas passé? À mon sens, ce qui ne s'est pas véritablement amélioré, sauf peut-être situation ponctuelle, c'est la précarité des conditions d'exercice du métier de traducteur, qui est susceptible de menacer la qualité même des traductions et même la pérennité du secteur. Le statut des traducteurs reste, me semble-t-il, précaire, et c'est un point clé. La réponse est à rechercher certainement dans la mise en commun des préoccupations. C'est la raison pour laquelle l'existence de réseaux est si importante. Et d'ailleurs, la présence ici de représentants de ces réseaux est déjà l'amorce d'une réponse à cette situation. Alors, ce qui a en revanche progressé, me semble-t-il, mais là je parle sous le contrôle de tous, c'est la conscience qu'il ne faut pas opposer les intérêts des auteurs, des éditeurs, des traducteurs, enfin des différents maillons de la chaîne du livre. Il faut essayer de comprendre que promouvoir la traduction, agir en faveur de ce secteur est dans l'intérêt de tous. C'est ça qui doit être la bonne stratégie, me semble-t-il. Et ça, je crois que ça a progressé parce que j'ai entendu quelque chose comme ça dans les discours officiels qui ont été prononcés hier, notamment dans le discours de mon collègue du ministère français de la Culture. Alors, ce qui, maintenant, demanderait à progresser, c'est, je crois, une conscience linguistique, ce que j'appellerais une conscience linguistique. Les traducteurs jouent un rôle fondamental dans l'émergence d'une conscience... Enfin, les traducteurs. La pratique de la traduction joue un rôle fondamental dans l'émergence d'une conscience linguistique. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je dis toujours qu'il faut introduire une pratique de la traduction dès le plus jeune âge, à l'école, pour qu'on comprenne ce qu'est le vis-à-vis des langues et que les langues ne disent pas toujours la même chose, ne disent jamais la même chose. Bon. Et les traducteurs jouent un rôle capital pour la fonctionnalité des langues en Europe, parce que si un auteur a l'assurance de pouvoir être compris dans d'autres langues, il peut créer avec confiance dans sa propre langue. Voilà. Ça, c'est un autre point qui me paraît très, très, très important. Donc, émergence d'une conscience linguistique, c'est ce qui va permettre, c'est ce qui doit permettre à terme de consolider le rôle fondamental des traducteurs en Europe. Arnaud. Oui, je voudrais compléter ce chapitre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la publication de ce rapport, et en particulier pour la Commission européenne, et en particulier pour le programme Europe créative, que je représente avec ma collègue Corinne, qui est quelque part, j'espère, et dont on vous fera une présentation des différents soutiens que le programme Europe créative met à disposition du secteur.
Donc ce rapport, évidemment, c'est pas une fin en soi, hein, on est bien d'accord. Et ce rapport, il a un intérêt, c'est ce qui se passe avant d'écrire le rapport, tout le processus de consultation, de compréhension, et ce qui se passe évidemment après le rapport aussi. Donc comment nous on en a pris corps, c'est à la Commission européenne. Donc déjà, on a renforcé notre soutien en termes de budget. On est passé de 3,7 millions à 5 millions. Pour la traduction automatique, la traduction littéraire, ce qui nous permet chaque année de financer la traduction de 450 à 500 traductions, comme je disais, de 40 à 30 langues, entre 40 et 30 langues européennes. Donc, un renforcement en termes d'appui budgétaire. Je crois que dans nos lignes directrices, dans nos documents, nous insistons, nous faisons une pression amicale, mais à pression quand même, aux éditeurs pour qu'ils mettent les traducteurs en couverture, ou en tout cas qu'ils donnent suffisamment de visibilité aux traducteurs. Nous faisons bien entendu autant que possible attention au bon niveau de rémunération des traducteurs dans les propositions qu'on reçoit des éditeurs. Et je dis autant que possible parce qu'il est très difficile, nous couvrons 40 pays, donc il est très difficile d'avoir une vue de ce qui est une bonne rémunération dans 40 pays en fonction de la complexité du livre à traduire, en fonction de la seniorité du traducteur, en fonction du marché, etc. Donc, mais en tout cas, on est beaucoup plus attentif et je crois que Corinne et quelques-uns de nos experts pourront dialoguer avec vous dans un des ateliers thématiques de cet après-midi sur ce processus. Nous avons aussi étoffé notre soutien de toute la chaîne de valeur du livre. On sait que pour que le livre aille du créateur jusqu'au lecteur, en particulier quand c'est de la littérature traduite, ce chemin est très long et tortueux. Donc il faut renforcer, et c'est ce que le rapport disait, il faut renforcer toute cette chaîne, tout cet écosystème favorable à une grande diversité linguistique et culturelle de la littérature. Donc que ce soit les auteurs, que ce soit évidemment les traducteurs, les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires. On a lancé un nouveau groupe d'experts sur les bibliothèques. Et récemment, nous avons lancé une nouvelle initiative pour renforcer la promotion de la lecture, en particulier vis-à-vis des jeunes, et pour les encourager à découvrir la diversité linguistique de la littérature européenne. Oui, il y a d'autres littératures que la littérature nationale ou la littérature anglo-saxonne. Et il faut que nos petits jeunes découvrent cette diversité. Donc on a lancé cette initiative et avec l'idée d'envoyer beaucoup plus d'auteurs et de traducteurs dans les écoles ou dans les librairies ou dans les bibliothèques pour être en contact avec les jeunes lecteurs et pour donner corps, pour rendre plus humain cette littérature. Je me souviens d'une réflexion d'un jeune étudiant qui disait « Enfin, on découvre qu'il y a des auteurs vivants et pas que des auteurs morts qu'on étudie à l'école. » Donc nous avons lancé cette initiative. Nous avons aussi renforcé nos soutiens à la mobilité individuelle. Donc c'est un programme qui s'appelle, en français je ne sais pas, mais Culture Moves Europe. Où les traducteurs littéraires sont les bienvenus et on a peu de demandes. On donne des subventions à la mobilité directement sans passer par des organisations. On a renforcé notre soutien aux résidences et je crois que Atlas et York va présenter un de ces soutiens. Nous avons plusieurs types de projets de coopération. Nous avons, en termes de coopération avec les États membres, et de promotion de la littérature, nous avons fait une nouvelle initiative nous sommes lancés dans cette initiative qui était de la foire du livre de Guadalajara au Mexique, qui est la plus grande foire du livre au monde après Francfort, et où l'Union européenne était invitée d'honneur. Alors c'était toute une aventure parce que
mettre un programme où les 27 pays de l'Union européenne étaient représentés avec des auteurs de manière équilibrée et diverse. Bon, c'était un challenge, mais nous l'avons réussi en coopération avec vos pays, vos gouvernements, vos agences. Là où on n'a, je pense, pas assez progressé, et Renate le mentionnait, c'était la coopération et les échanges avec les agences qui financent les traductions dans chacun de vos États membres, dans chacun de vos États, vos pays. Je sais qu'il y a un groupe qui s'appelle NLIT, qui regroupe beaucoup d'agences de promotion de la littérature nationale et beaucoup de financement. Mais voilà, on n'arrive pas à trouver une façon de bien échanger avec les membres d'NLIT, alors que nous avons beaucoup de choses sur lesquelles discuter. Comment prendre en compte ou pas la traduction automatique, les débats sur le niveau de financement. Est-ce que les finances publiques et le niveau d'aide à la traduction de finances publiques augmente ou pas en Europe? On a peu de statistiques. Je crois qu'il y aura une session un peu plus tard demain sur ces questions. Mais nous, à la Commission européenne, on a besoin de données sur où vont les politiques nationales publiques en termes de traduction. Encore une minute. Quel est le niveau, et je crois que Renate aussi le mentionnait, quelle est la pratique en termes de traduction qu'on appelle intraduction, c'est-à-dire les soutiens publics pour la traduction venant de l'extérieur et les soutiens publics pour la traduction export. Si on veut que nos pays soient ouverts et soient divers, il faut que les finances publiques aussi subventionnent leurs éditeurs pour qu'ils fassent de l'intraduction des langues étrangères vers la langue nationale. Voilà, tous ces sujets-là, on pourrait discuter de manière plus à fond avec toutes ces agences et échanger encore une fois des bonnes pratiques et aller plus loin que ce rapport. Donc voilà, c'est un appel assez explicite, je pense, au monde d'NLIT de renforcer nos coopérations et notre dialogue. Et bien entendu, nous sommes à la disposition de tous les réseaux, toutes les organisations pour continuer ce dialogue. Voilà, merci beaucoup.